Merci, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, à vous. Merci, madame. Je vais être très bref. Sur les contrôles des flux financiers, nous avons un mécanisme qui s'appelle CEPLAC, qui se ressemble énormément et presque identique au TRACFIN que vous avez ici en France. Presque identique. Et ça fonctionne. En même temps, avec cette réforme du Code pénal dont j'avais parlé dans mon intervention, il y a une modification prévue de l'article 176, précisément pour identifier les délits de flux irréguliers des financiers, et, enfin, pour établir des peines dans les nouveaux codes pénals. Aussi, pour ce qui est du financement des mosquées, oui, l'État permet de pays étrangers financer des mosquées en Espagne. D'ailleurs, il n'y a qu'un pays qui a financé les mosquées, et nous les connaissons tous, si vous voulez, nous les nommons, hein, c'est l'Arabie Saoudite. Hein, mais il y a un contrôle. Ça veut dire qu'on autorise le financement des mosquées, mais pas l'établissement des mosquées partout. Hein, tout simplement dans des endroits où la population musulmane est significative, chose qui, évidemment, n'est pas évidente dans beaucoup d'endroits où nos amis saoudiens ont voulu financer des mosquées. Et aussi, pour les imams, nous n'avons pas de formation d'imams, mais nous sommes très attentifs aux imams qui travaillent aux pressions. On essaye de trouver les plus modérés et les plus raisonnables. Et évidemment, nous avons la liste d'imams radicaux, ils sont tous écartés des prisons. Merci. Pardonnez-moi, mais vous écartez les plus radicaux, mais vous avez des imams ou vous avez du personnel musulman à l'intérieur de votre ministère de l'Intérieur qui permet de dire quel est le bon imam du mauvais, parce que si vous n'avez pas de formation, nous n'en avons pas non plus, comment vous sélectionnez les imams qui vont notamment en prison? Ça, c'est une vraie difficulté. Moi, je crois, Madame la Présidente, j'ai l'impression que les services de renseignement espagnols s'occupent de ça, et de façon très sérieuse. Hein. Et je crois qu'ils sont tous identifiés. Évidemment, notre tâche est plus simple que la vôtre, parce que le nombre de musulmans en Espagne n'atteint pas les nombres de musulmans en France, mais de toute façon, il y en a presque 1 million de musulmans en Espagne, et les services de renseignement sont très, très bien informés de ce qui se passe dans les communautés musulmanes, précisément parce que nous savons que ça, c'est le radicalisme dans les mosquées et les madrasas, les écoles, c'est vraiment les germes de tout le terrorisme islamique. Alors, évidemment, les gens qui sont envoyés aux prisons sont des gens qui ont déjà passé des filtres et qui ont été identifiés comme des gens raisonnables. La réponse qui consiste à dire les services de renseignement me semble une très bonne réponse, mais je crois que nos amis britanniques ont, eux, embauché des imams au sein du Home Office de façon à faire la sélection de ce qui m'avait été comme consultant, voilà, ce qui était aussi une option. La Présidente, je pense que nos 2 ambassadeurs des Royaumes-Unis, des Pays-Bas, ont bien dit qu'ils étaient pour le PNR tout à l'heure. Et pour l'Espagne, les Pays-Bas, vous êtes pour. C'est les plus forts défenseurs du PNR. Le PNR et l'Espagne est le plus fort défenseur, et Monsieur l'ambassadeur, pour les Pays-Bas, même chose. Merci beaucoup. Hein. Madame l'ambassadrice du Danemark, à vous. Merci. Faites-nous rêver. Merci, Madame la Présidente. Je vais me concentrer sur le point où j'espère être utile pour ce débat. Alors, PNR, le Danemark est pour. Mais le Conseil, comme vous le savez, n'est pas le problème, c'est le Parlement. Et ça persiste même après Charlie. Et c'est ça le problème. Surveillance de réseaux financiers, c'est très, très intéressant. Comme vous tous, nous avons aussi quelque chose comme le Financial Intelligence Unit, et ça marche très bien. Mais est-ce qu'on pose
des vraies questions. Parce que une des leçons, je crois, c'est trop tôt à le dire, mais une des questions on peut tirer des attentats de Copenhague, c'est qu'il y a des liens entre le banditisme et la radicalisation. Il y a même des liens entre les délits banals et la radicalisation. Et si on ne pose pas des questions correctes, on ne regarde pas ce qu'il se passe vraiment, même si on a des outils. Parce que ce qui est en libre circulation, malheureusement, c'est de l'argent et des armes. Schengen. On est en train d'étudier avec beaucoup de créativité comme juriste, parce qu'il faut vraiment être un juriste créatif pour trouver comment est-ce que Schengen peut être utilisé dans des cas extrêmes comme nous vivons pour le moment. Et on n'espère pas, comme Européens, que Schengen est vraiment quelque chose qui est presque anachronique de notre temps. Et ça, c'est une étude qu'on fait à Copenhague, et peut-être exactement pour défendre l'Europe, ça doit être une étude qu'on puisse faire ensemble, parce que sinon, c'est les eurosceptiques qui vont utiliser ça comme argument contre la libre circulation des personnes et spécialement Schengen. Schengen, c'est un problème, mais on croit qu'il y a des solutions, mais il faut vraiment être pas trop orthodoxe. L'éducation d'imams, une autre question très, très pertinente. On a discuté ça longtemps au Danemark. On a réfléchi très concrètement de le faire même en 2003, une fois encore en 2013. Mais c'est difficile, c'est très, très difficile, parce qu'il faut être en dialogue, même pas avec les imams ou les étudiants d'islam à Copenhague, mais aussi d'autres pays. Mais maintenant, on sait qu'il y a une grande majorité de la population au Danemark qui dit exactement ça, qu'il faut avoir cette éducation. Et si je fais l'argumentation que ce qui fait vraiment le ADN du Danemark, c'est l'éducation, ça s'applique bien sûr aussi concernant l'imam. Et comme en Pays-Bas, il y a des imams dans les prisons payés par l'État, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment les sources avec l'autorité. En prison, c'est un autre monde, c'est une autre culture, il faut être là et très très proche. Plus d'Europe, oui, peut-être. Et c'est pas parce qu'il y a toujours 49% de Danois qui sont un peu réticents, pas du tout. C'est notre côté très pragmatique. C'est facile de dire plus d'Europe, mais quoi? Parce que les solutions se trouvent souvent très très près des milieux où on produit, entre guillemets, des terroristes. Alors, c'est des solutions locaux ou locales. C'est ça qu'il faut vraiment étudier. Bien sûr, ensemble. Sur l'Internet, nous sommes d'accord. Merci. Et le financement des lieux de culte, Madame l'ambassadeur? Oui, on accepte aussi que c'est fait par des pays étrangers. Merci beaucoup. Monsieur le consul d'Allemagne, à vous. Merci la présidente. Je crois une chose, c'est absolument clair, il ne faut vraiment pas le répéter, mais tout le monde ici, dans cette salle, nous avons un dénominateur en commun
qu'il faut vraiment renforcer la coopération européenne et aussi sur le plan international en matière de lutte contre le terrorisme. Bien sûr, il faut trouver les bonnes mesures. Ça, c'est maintenant le défi. Mais à mon avis, on a aussi un bon document de départ déjà, à savoir la déclaration commune du 11 janvier. Vous savez, c'est une déclaration de plusieurs ministres de l'Intérieur d'Europe, aussi, je crois, du ministre de la Justice des États-Unis et aussi le représentant du Canada. Donc, c'est un bon document de départ. Et ce document, ce catalogue, contient déjà beaucoup de priorités que nous avons discutées aujourd'hui, y inclut le PNR, qui est aussi soutenu par l'Allemagne, les mesures contre la radicalisation, les mesures contre les mesures à l'Internet, le trafic d'armes, c'est aussi très important. Et donc, je crois que c'est quelque chose qu'on peut partir là-dessus. En ce qui concerne la coopération avec les représentants islamiques modérés, ça se passe par exemple en Allemagne, dans une université turco-allemande. Je ne sais pas d'autres informations, mais c'est par exemple un bon endroit pour promouvoir la coopération dans ce domaine. Le financement des lieux de culte, c'est aussi possible en Allemagne, mais je viens de le dire déjà qu'il y a aussi ce groupe d'action financière internationale, le GAFI, qui définit les normes internationales destinées à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc on a déjà des moyens. Bon. Oui, le GAFI, évidemment, est bien connu et travaille extrêmement bien, il n'y a pas de difficulté. Écoutez, merci beaucoup du temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Merci aussi de vos éclairages, parce qu'il est vrai que dans cette commission d'enquête, nous arrivons, après plusieurs mois de travail, à beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Les réponses sont loin d'être évidentes. Le curseur entre la liberté et la contrainte, le problème de la stigmatisation d'une communauté par rapport aux autres, le problème de l'éducation, évidemment, et nos amis allemands, de ce point de vue-là, fait un travail formidable, notamment avec la communauté turque, avec des livres en turc et en allemand dès le plus jeune âge, ce qui montre l'intégration aussi de cette communauté dans la communauté nationale, et c'est aussi important. Donc évidemment, tous les pans de la société sont touchés. En tous les cas, merci beaucoup pour vos éclairages, merci pour votre temps. Cette audition a été extrêmement précieuse. Merci infiniment.